tout à fait. En France, en tout cas, il y a peu de produits d'usage courant dans l'alimentation qui sont enrichis en vitamine B12. Et comme les produits végétaux n'en contiennent pas, quand on a végétalisé son alimentation, on est dans l'obligation de prendre un complément de vitamine B12 si on veut rester en bonne santé. Donc cette complémentation-là, elle joue dans la perception qu'on a des alimentations végétales et de leur caractère pas naturel. Ensuite, il y a souvent la nature omnivore d'Homo sapiens qui est invoquée, c'est-à-dire qu'on entend souvent dire l'être humain est omnivore, donc il doit manger de tout. Cette objection-là, elle est fallacieuse. J'aurai aussi l'occasion d'y revenir dans la conférence. C'est quelque chose qui est très, très récurrent, qu'on entend très souvent. Et une autre objection aussi aux alimentations végétales, toujours via ce critère de naturalité de l'alimentation, c'est qu'on a tendance à considérer que les personnes qui sont végétariennes, végétaliennes ou véganes consomment beaucoup d'aliments transformés. Pourquoi ? Parce qu'on se focalise beaucoup sur les substituts qui sont de plus en plus courants, qu'on retrouve de plus en plus dans les grandes surfaces, les épiceries, les magasins bio par exemple, etc. On se focalise beaucoup sur ces steaks végétaux, les simili, les nuggets, tous ces nouveaux produits en fait, qu'on retrouve maintenant et qui sont végétaux, et qui sont un petit peu des imitations, entre guillemets, de produits carnés. Et puis il y a aussi la viande de culture qui commence à faire beaucoup parler, qui a commencé déjà à être commercialisée dans certains pays du monde, qui aussi en tant que substitut à la viande d'abattoir, si on peut dire, apparaît comme étant une solution qui n'est pas du tout naturelle parce qu'elle implique une culture en laboratoire, donc c'est vu comme des choses très artificielles. Et donc ces trois éléments-là sont très très présents dans l'opposition aux alimentations végétales par le biais de ce critère de naturalité. Alors face à ces critiques et face à ces oppositions, on peut ne pas savoir quoi répondre en tant que personne végétarienne, végétalienne ou végane. Et en fait, on peut être tenté de défendre l'idée que en fait, notre alimentation est tout à fait naturelle, qu'elle est saine et que c'est naturel d'être végane ou végétarien, etc. Mais en fait, cette défense-là, elle paraît contre-productive. Je vais développer un petit peu plus en détail. Alors, quelques exemples de quels moyens sont utilisés pour critiquer l'alimentation végétale par le biais de ce critère de naturalité. Ici, on a un visuel qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux et qui montre dans la colonne de gauche un exemple de composition nutritionnelle des ingrédients d'un steak Beyond Meat, qui est une alternative végétale à la viande d'abattoir. Et à droite, dans la colonne de droite, on a les ingrédients d'un burger, d'un steak de bœuf. Et on voit qu'à gauche, il y a la liste intégrale des ingrédients qui composent le Beyond Meat, qui est très longue, et qu'à droite, on a un seul ingrédient qui est indiqué, à savoir le bœuf. Donc cette image, c'est une critique en fait des produits végétaux, pour le coup transformés ou ultra transformés. Elle n'est pas très honnête dans la mesure où on est en train de comparer un produit végétal ultra transformé et de le mettre sur le même pied d'égalité qu'un produit d'origine animale brut. Donc, c'est malhonnête dans le sens où les deux produits ne sont pas de même nature. Typiquement, ce qui aurait pu être possible de faire, c'est comparer par exemple des nuggets végétaux, vegan, avec des nuggets faits avec des oiseaux, les nuggets de poulet qu'on trouve habituellement, par exemple en grande surface. Ça aurait été pertinent puisque c'est le même type de produit, le même type d'habitude de consommation et de repères de consommation pour les consommateurs et consommatrices. Donc là, voilà cette liste d'ingrédients qui est sous le Beyond Beef Burger. Elle est clairement faite pour montrer que c'est un produit qui n'est pas sain, qui n'est pas naturel, qui contient trop d'ingrédients, qui serait artificiel, etc. Mais bon, voilà, pour les raisons que je viens d'exposer, c'est pas très honnête de faire cette comparaison-là. L'exploitation du concept d'alimentation naturelle, elle est aussi très présente dans la communication des filières de l'élevage et notamment des exploitations liées à la vente de chair animale. Ici, c'est un visuel d'Interbev, un logo qui concerne le flexitarisme et qui est là pour faire la promotion du flexitarisme et qui s'appelle naturellement flexitarien. L'idée, c'est de montrer qu'être flexitarien, c'est-à-dire consommer des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale,
c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spontané, etc. Donc, c'est très ancré dans cette communication. Là, c'est un exemple, parce que je ne pouvais pas tout montrer, mais en fait, il y en a vraiment pléthore. Troisième exemple de cette opposition aux alimentations végétales, hein, par ce critère de naturalité, c'est une tribune qui a été publiée en 2018 dans Libération en France, qui s'appelait « Pourquoi les véganes ont tout faux ?» une tribune qui a été rédigée par Paul Ariès, Frédéric Denez et Jocelyne Porcher. Là aussi, on a un gros appui sur l'artificialité supposée des alimentations végétales. Je propose cet extrait. Donc, l'extrait de la tribune, je cite: « Manger vegan l'absolu des régimes sans, c'est se condamner à ingurgiter beaucoup de produits transformés, c'est-à-dire des assemblages de molécules pour mimer ce qu'on a supprimé, sans omettre d'ajouter la précieuse vitamine B12 à son alimentation, car sans elle, ce régime ultra sain détruit irrémédiablement la santé, à commencer par celle de l'esprit. » Donc, dans cette tribune qui est, bon, on le voit, hein, très à charge contre les alimentations végétales et les véganes, visiblement, il y a énormément de mots qui sont associés au lexique de l'artificialité. Je les ai mis en vert pour qu'on puisse mieux les voir. On parle de régime sans, de produits transformés, d'assemblage de molécules, d'imitation, de vitamine B12 en complément, etc. etc. Tout ce paragraphe est destiné à faire comprendre que les alimentations végétales sont quelque chose de dangereux parce que pas naturel. On peut noter vraiment les formulations, les mots sont bien choisis pour faire penser à quelque chose de très artificiel et de chimique, tel qu'on le conçoit en tant que nuisible, notamment sur la partie qui concerne les assemblages de molécules. Ce qui est paradoxal, puisque tout est assemblage de molécules, en fait, y compris les auteurs et autrices de cette tribune, et moi aussi. Donc voilà pour les exemples un petit peu de critiques de l'alimentation végétale. Ici, j'ai relevé quelques exemples, alors qui sont très très nombreux aussi, c'est vraiment un tout petit échantillon, de comment on promeut à travers différents médias le concept d'alimentation naturelle. Généralement, cette idée, ce concept-là, il est promu en tant que solution miracle, souvent, en tout cas bien meilleure pour la santé, aussi meilleure pour l'environnement. Donc on voit que c'est associé à la minceur, c'est associé à la bonne santé, manger naturel pour maigrir. On parle de nutrition naturelle aussi, 100% naturel, on insiste beaucoup, beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est très présent dans le marketing, surtout sur certains produits, en particulier les produits bio. Et il y a tout un business voilà, qui tourne autour de cette idée d'alimentation naturelle. C'est vraiment encore, une fois, un tout petit échantillon. Il y a beaucoup de livres aussi sur le sujet, beaucoup d'articles de presse, etc. Alors, je vais développer un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, sur pourquoi l'opposition entre ce concept d'alimentation naturelle et les alimentations végétales, ou le véganisme, est fallacieuse. Alors tout d'abord, la première des choses, c'est que ça repose sur un appel à la nature. L'appel à la nature, c'est un raisonnement, un argument fallacieux, c'est-à-dire qui a l'air d'être juste, mais qui en fait est erroné, qui n'est pas juste. Cet argument postule que ce qui est qualifié de naturel serait forcément bon ou souhaitable, alors que ce qui est jugé artificiel serait forcément mauvais, nuisible, inacceptable. Ce raisonnement il est invalide parce que ce critère de naturalité, il ne dit rien en fait du caractère désirable d'une chose. Dans les faits, il y a plein de choses qui sont dites naturelles, qui sont néfastes, et beaucoup de choses qui sont dites artificielles, qui sont tout à fait bénéfiques à divers égards. Ça peut être pour la santé humaine, pour l'environnement, etc. J'ai fait un petit dessin pour illustrer tout ça. Par exemple, dans la colonne naturelle, ce qui est naturel, on voit que le virus de la rage est totalement naturel. Les morilles crues aussi, qui sont des champignons qui sont toxiques. Les amanites phalloïdes aussi, même principe. Les maladies, les séismes, ou le fait de se faire dévorer vivant, qui sont des phénomènes tout à fait naturels et omniprésents dans la nature. Et dans la colonne non naturelle, on a la vaccination contre la rage, les morilles cuites qui du coup deviennent comestibles après cuisson, bonne nouvelle, les hôpitaux, les médicaments, les sismographes par exemple, pour anticiper les réactions à avoir face à un séisme, ou l'anesthésie par exemple, qui évite de souffrir quand on se fait opérer notamment. Donc,
Mon but ici, c'est pas de dire que tout ce qui est artificiel est bon et que tout ce qui est naturel est mauvais, bien sûr, hein. C'est de dire qu'il faut faire attention. On a spontanément l'impression que tout ce qui est naturel est forcément meilleur, mais que c'est un raisonnement qui ne repose pas sur des éléments très solides. Donc il faut se méfier de cette chose-là. On peut faire le parallèle aussi avec la pandémie en cours, où c'est tout à fait naturel d'attraper un virus et tout à fait artificiel de bénéficier d'un vaccin ou de se faire hospitaliser, de se faire prendre en charge en réanimation, ce genre de choses. Il y a aussi quelque chose qui est important dans cette discussion, c'est que le véganisme n'est pas un régime alimentaire. Et là, il y a une grosse confusion souvent, alors qui est beaucoup entretenue malheureusement dans les médias, en tout cas en France. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, la confusion est assez présente. Les autres animaux sont utilisés et exploités dans d'innombrables secteurs. Expérimentation médicale, tourisme, agrément, décoration, mode et habillement, manifestations sportives, jeux, loisirs, traditions culturelles diverses, etc. Donc, les modes d'exploitation sont quand même très très nombreux, ne se limitent pas uniquement à l'alimentation. Donc, traiter des questions d'éthique qui sont relatives à la prise en compte des intérêts des autres animaux sous le seul angle de la nutrition, en prétendant être au cœur du sujet, eh bien, c'est fallacieux. J'ai représenté ça sous la forme d'un entonnoir qui, en fait, part des prémices qui sont associées à la défense des intérêts des autres animaux, c'est-à-dire pourquoi on veut défendre les intérêts des autres animaux, et comment le débat est progressivement réduit à des questions qui sont tout à fait hors sujet ou complètement décalées par rapport à la thèse initiale. En l'occurrence, en haut donc de cet entonnoir, on a la thèse initiale qui est le fait que l'ensemble des êtres sentients n'appartenant pas à l'espèce humaine soient considérés comme des ressources, des entités négligeables de la matière première ou des propriétés, pose de graves questions éthiques qu'il est urgent de traiter dans nos sociétés. Les souffrances engendrées sont immenses. Puis progressivement, souvent dans la presse ou par le biais de certains ou certaines journalistes ou personnalités, ou certains militants, militantes aussi, on va avoir une dégradation de l'exposition de cette thèse, et on va entendre dire que les personnes qui luttent pour la défense des droits des animaux souhaitent l'abolition de leur exploitation dans tous les domaines, loisirs, alimentation, habillement. Puis progressivement, ce message il va encore se dégrader, et on va entendre les antispécistes mangent des galettes de soja ou de tofu, et puis ça va encore se dégrader, et on va arriver à des thèses qui n'ont plus rien à voir avec la thèse de départ. Par exemple, les végans ont tout faux car pas consommer de produits animaux, c'est carence assurée. Et là, on a complètement dégradé la thèse initiale et on se retrouve avec un débat qui ne permet pas du tout de comprendre les enjeux portés par le discours des personnes qui sont véganes ou antispécistes ou engagées dans la lutte pour la défense des intérêts des êtres sentients. Donc, il faut faire attention à ça, quel que soit le débat, ça marche avec tout, pas seulement avec les alimentations végétales ou le véganisme, à se rapprocher le plus possible de la thèse initiale et à éviter de formuler des arguments ou des éléments de réponse qui s'en détachent complètement. Voilà, donc c'est ce que j'appelle l'entonnoir, hein, c'est traiter un sujet en s'attaquant à l'un de ses aspects secondaires, accessoires ou anecdotiques, pour éviter de s'attaquer à la thèse principale qui est plus difficile à critiquer et à réfuter. Quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, c'est la notion de régime carencé. D'ailleurs, voilà, ça correspond à l'extrait de la tribune de Libération que j'ai montré tout à l'heure. On entend souvent parler de régime carencé ou d'alimentation qui ne se suffisent pas à elles-mêmes pour désigner les alimentations végétales, notamment à cause de cette nécessaire complémentation en vitamine B12. Mais ce n'est pas pertinent. Cette notion de régime carencé n'est pas pertinente. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le végétarisme et le végétalisme n'excluent réellement aucun nutriment. On exclut seulement certains aliments. Or, on ne peut pas être carencé dans un aliment. Hein. Si on est carencé, c'est qu'on est carencé en un nutriment. Donc, ce n'est pas pertinent de nommer le végétalisme régime carencé. On a souvent tendance à dire « Ah bah oui, mais il n'y a pas de B12 dans les alimentations végétales parce qu'il n'y a pas de B12 dans les végétaux, donc le régime est carencé. » Mais en fait, non. Le végétarisme et le végétalisme ne s'opposent pas au fait de consommer de la B12, hein. Ils s'opposent au fait de consommer des animaux ou le produit de l'exploitation des animaux. Et ils ne s'opposent pas spécifiquement au fait de prendre de la B12, par exemple, sous forme de complément alimentaire. Donc ça n'a pas vraiment de sens de dire que ce type d'alimentation est forcément, intrinsèquement carencé ou qui ne se suffit pas à lui-même. Il y a aussi quelque chose qu'on peut noter qui est intéressant, c'est que la distinction entre aliments et compléments alimentaires, elle est culturelle et arbitraire. La question qu'on peut se poser, c'est par exemple, pourquoi appeler aliment un produit issu de haricots cultivés
pour apporter des protéines, par exemple, et complément, un produit qui est issu de bactéries cultivées pour apporter de la vitamine B12. Il y en a une qui se passe certainement dans un champ et l'autre qui se passe certainement en laboratoire, mais cette notion, elle demeure culturelle. C'est-à-dire que le processus, il est quand même, on va cultiver un certain type de matériel pour obtenir un certain type de nutriments et en profiter, le commercialiser, etc. Selon ce même schéma, pourquoi appeler aliment et pas complément un morceau d'animal, par exemple, qui est obtenu par sélection génétique? Parce que l'élevage repose aujourd'hui, enfin depuis toujours d'ailleurs, sur une sélection génétique successive de différents animaux, d'individus, pour qu'ils correspondent à des besoins particuliers, notamment la production de muscles, la production de lait maternel, la production d'œufs, etc. Donc ça répond à aucune logique en fait, hein. C'est totalement arbitraire. De la même façon, l'élevage repose beaucoup sur des techniques d'insémination artificielle qui sont de fait des pratiques qui sont loin d'être naturelles, même dans la conception qu'on peut en avoir par rapport à la définition que je donnais au début. On peut noter aussi que l'alimentation standard, entre guillemets, donc l'alimentation du grand public en général, contient elle-même souvent des compléments, c'est-à-dire des ajouts de certains nutriments, vitamines, minéraux, etc. Et en fait, les personnes qui consomment ces aliments, souvent, n'y prêtent pas attention. Et quand elles en sont informées, ça leur pose généralement pas de soucis. Donc, il y a un paradoxe, enfin en tout cas un double standard ici. On a souvent des critiques qui sont assez virulentes face à la nécessaire complémentation aux vitamines B12 des alimentations végétales et beaucoup plus d'indulgence pour le fait que des produits d'usage courant soient, eux, complémentés en divers nutriments. J'en donne ici une illustration avec du cacao en poudre, du lait maternel de vache, une margarine et des barres de céréales sucrées. Dans le cacao, il y a des ajouts de fer, ici, de vitamine D, de zinc. Dans le lait maternel, il y a de la vitamine D aussi qui est ajoutée. Dans la margarine, on a des ajouts de vitamine A, de vitamine D. Et dans la barre de chocolat, on a calcium, fer, vitamine B2, B3, B5, B6 et B9. Donc il y a quand même beaucoup d'ajouts de nutriments. Et en fait, ça ne choque pas particulièrement le grand public qui est habitué à ce qu'il y ait ces vitamines et minéraux qui soient ajoutés. C'est même des arguments de vente, en fait, souvent. Par exemple, sur le pot de cacao en poudre, cette complémentation, elle est vraiment très mise en avant, en fait, comme un argument santé, justement. Donc, pareil sur la bouteille de lait maternel de vache, c'est vraiment marqué en plein milieu sur l'emballage. Donc, voilà, ça ne choque pas spécialement le grand public. Il n'y aurait pas beaucoup de raisons de s'indigner plus d'une nécessaire complémentation des aliments végétaux. Alors, autre chose aussi, c'est que si on sort de l'alimentation, il y a beaucoup d'autres cas de complémentation qui sont largement acceptés aussi. On peut parler par exemple de l'injection de vitamine K au nouveau-né humain qui sert à prévenir les hémorragies. Cette injection, elle est systématique dans beaucoup de pays et pour cause parce que les faibles niveaux de vitamine K dont disposent naturellement les bébés, spontanément les bébés ont peu de taux de vitamine K, les exposent à des hémorragies qui peuvent être dramatiques. Donc c'est une mesure, ça, qui a fait l'objet de réglementations des autorités sanitaires dans beaucoup de pays pour compenser cet état naturel des choses, en fait. Et c'est pareil, c'est pas perçu comme quelque chose de problématique, c'est au contraire perçu comme quelque chose de bénéfique pour l'humanité, pour la santé publique. De la même façon, les bébés humains sont souvent complémentés en vitamine D, en vitamine K, en fer, en iode et en fluor. Lors de la grossesse aussi, la complémentation en acide folique et en fer sont aussi la norme. Et voilà, c'est quelque chose de plutôt routinier en fait, et de plutôt conseillé par les médecins et qui est pratiqué dans la population avec un bon niveau d'acceptation. Ça débouche en fait assez rarement sur l'idée que la grossesse, l'allaitement ou l'enfance seraient des états ou des pratiques sans qui seraient intrinsèquement carencés, qui seraient idéologiques ou qui seraient sectaires, hein, c'est-à-dire des critiques qu'on entend beaucoup par rapport aux alimentations végétales. En fait, si on prend un peu de recul, comme ça, on peut vraiment faire ce parallèle entre toutes ces complémentations qui sont bien acceptées pour des pratiques qui sont acceptées idéologiquement, et puis cette complémentation qui est beaucoup moins acceptée quand elle remet un petit peu en question les croyances par rapport à l'alimentation, ou quand elle remet en question les habitudes aussi.
Alors, il y a un cas particulier qui est celui de l'iode. Le sel de table iodé, il est intéressant dans cette discussion et dans cette notion d'alimentation naturelle parce que c'est quelque chose dont on n'a plus trop conscience maintenant, mais le sel de table, il est largement complémenté en iode. Cet enrichissement du sel de table en iode a été établi, en tout cas en France, en 1952, pour éviter les pathologies liées à la carence en iode, et notamment le crétinisme et les dysfonctionnements thyroïdiens, qui peuvent avoir des conséquences graves. D'où l'expression crétin des Alpes, qu'on entend un peu moins maintenant, mais qui désignait des problèmes de santé, le crétinisme en l'occurrence, qui atteignaient des populations qui n'avaient pas accès aux produits de la mer parce qu'elles étaient éloignées de la mer. Donc, ces campagnes d'enrichissement, enfin cette réglementation sur l'enrichissement du sel, c'est pareil, c'est très accepté. Ces campagnes de prévention, les campagnes de prévention du risque d'hypertension artérielle ont conduit à réduire la fréquence d'utilisation du sel domestique, et ça induit un message contradictoire et des apports non maîtrisés. C'est-à-dire que le public est confronté d'un côté à la nécessité de consommer de l'iode, notamment via le sel de table, et de l'autre aussi à la nécessité de réduire ses apports en sel. Donc, pour le grand public, c'est pas forcément clair tout ça. Il y a une difficulté à savoir vraiment qu'est-ce que je mange, quels sont mes apports, pourquoi le sel que je mange doit être complémenté, est-ce que j'en prends pas trop, etc. C'est assez compliqué à maîtriser. Mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment remis en question non plus. On peut noter aussi que certains apports en iode via l'alimentation sont eux-mêmes dus à une complémentation indirecte. Alors, comme c'est le cas aussi du sel de table iodé, là, on prend le cas des œufs de poule, parce que la teneur en iode, principalement dans le jaune, des œufs de poule, est due en partie à l'utilisation d'aliments minéraux et vitaminiques en exploitation aviaire. C'est-à-dire que ce sont des compléments alimentaires qui sont donnés dans les rations des autres animaux, en l'occurrence des poules, qui vont faire qu'on va retrouver dans les produits finis, dans les produits à base d'œufs, cette teneur en iode. Donc, des personnes qui pensent avoir naturellement de l'iode en mangeant des produits à base d'œufs ne se rendent pas compte en fait qu'elles se complémentent indirectement parce que des compléments sont donnés aux animaux. Et alors, il y a une information que le grand public a encore moins, c'est que la première source d'iode dans la population des pays industrialisés, ce sont les produits laitiers. Là aussi, on a tendance à se dire, moi, si je ne suis pas végane, je ne suis pas végétalien, je ne suis pas végétalienne, j'obtiens naturellement de l'iode dans mes produits laitiers, c'est naturel, etc. En fait, il faut aller voir un peu plus loin. Et quand on va voir un peu plus loin, on se rend compte que la présence de telle quantité d'iode dans le lait maternel des vaches, elle n'est pas du tout naturelle, hein, toujours selon la définition qu'on a vue au début. L'idée, c'est qu'en fait, les vaches sont complémentées en iode via leur alimentation, comme les poules, et qu'une partie de l'iode contenu dans les produits d'hygiène des mamelles se retrouve également dans le lait par voie transcutanée. Donc une photo d'illustration, c'est en fait des produits qui servent au nettoyage des pies des vaches, qui sont extrêmement concentrés en iode, qui font que l'iode qui est contenu dans ces produits passe à travers la peau des mamelles et se retrouve dans le lait ensuite. Et ça, plus la complémentation des rations des vaches, fait que c'est ça le principal apport en iode des populations des pays industrialisés. Donc ça n'a rien de naturel, toujours dans cette même définition, hein. Et c'est une information que finalement le grand public a très peu, donc on en a très peu conscience. Il faut vraiment chercher pour avoir cette info. C'est ce phénomène-là qui induit que les enfants de 3 ans en France sont plus de 20% à avoir des apports alimentaires en iode qui dépassent la limite de sécurité. Ça, c'est des données fournies par l'AFSA. Alors, je précise qu'il y a un dépassement de la limite de sécurité, mais que ça n'a a priori pas de conséquences sur la santé des enfants. Simplement, on a un apport qui est excessif par rapport aux limites qui sont établies. Donc, c'est pour montrer que, encore une fois, le grand public n'a pas du tout conscience que l'alimentation classique peut amener ce genre de choses. Donc, à mon sens, c'est une information qui mérite d'être diffusée parce qu'elle est efficace pour que le grand public s'interroge sur sa propre alimentation, et puis reprenne un petit peu le contrôle de son alimentation aussi. Et puis, elle est utile en défense des alimentations végétales, en montrant que c'est pas moins naturel de prendre un cachet de B12 pour se complémenter parce qu'on a végétalisé son alimentation, plutôt que de consommer des produits laitiers pour avoir de l'iode. C'est vraiment le même principe. Sauf qu'on passe pas par l'exploitation d'autres animaux.
Dans la deuxième partie de la conférence, du coup, on va voir pourquoi et comment se débarrasser du concept d'alimentation naturelle, qui est, comme on l'a vu, un petit peu glissant. Alors d'abord, pourquoi? Parce que ce concept d'alimentation naturelle, il a une conséquence assez fâcheuse chez les personnes végétariennes ou véganes. C'est parfois le refus de se complémenter en vitamine B12. Je montre quelques exemples de captures d'écran qui ont été prises sur des groupes Facebook. Là aussi, c'est un tout petit échantillon, mais il y en a énormément dans le même genre, où une personne dit la B12, c'est pour faire marcher le labo qui la vend, c'est tout. En mangeant vivant, on n'a pas de carence. Il y a une autre personne qui écrit je ne me pose pas la question, je n'ai pas de carence, les animaux d'élevage sont eux-mêmes supplémentés en B12. Il est illusoire de croire qu'en consommant des protéines animales, on n'a pas de carence en B12. Je mange vivant, des aliments non dénaturés, bio et surtout non détruits par la cuisson. Donc ce type de discours un petit peu porté par des considérations hygiénistes, voilà, bon, moi je les comprends. Je comprends cette volonté de revenir un petit peu au naturel. Hein, ça a des explications. Il y a eu beaucoup de scandales et il continue à y avoir des scandales sanitaires autour de certains aliments, autour de certains médicaments, etc. Donc ça se comprend un petit peu cette méfiance. Mais par contre, voilà, le risque de promouvoir une alimentation naturelle sans complément alimentaire, ça fait que des personnes qui ont végétalisé leur alimentation vont refuser de se complémenter et potentiellement avoir des problèmes de santé assez importants. Parce que malheureusement, si on a végétalisé son alimentation et qu'on ne se complémente pas, inévitablement, à plus ou moins long terme, on va finir par avoir une carence en vitamine B12. En tout cas, si on n'a pas accès à des produits enrichis. Et en France, les produits enrichis en vitamine B12 sont encore extrêmement rares. Donc ça a des conséquences dramatiques pour les militants et les militantes. Des problèmes de santé, souvent des problèmes d'humeur, de dépression aussi, de déclin psychologique, et aussi une impossibilité de militer. Pour des personnes qui ont envie de défendre les intérêts des autres animaux, c'est quand même regrettable de ne plus pouvoir le faire dans de bonnes conditions. La vitamine B12, elle intervient dans beaucoup de processus métaboliques. Elle est très importante, mais on en a besoin de peu de quantité, mais elle a un rôle vraiment crucial, et notamment neurologique, etc. Donc c'est vraiment un souci d'avoir un déficit ou une carence. Et donc ça a aussi, par extension, des conséquences relativement graves pour les autres animaux, puisque ça induit une remise en question du végétalisme et une remise en question des questions d'éthique animale. C'est-à-dire qu'on va se dire, bon, bah, si c'est pas, visiblement, c'est pas viable cette alimentation, regardez, tout le monde est malade, donc tant pis, on va exploiter les animaux, c'est préférable. Ça va aussi amener un rejet des menus végétaliens dans les cantines scolaires et dans la restauration collective en général. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah non, on ne va pas proposer un menu qui est une mise en danger d'autrui, etc. Donc ça empêche d'avoir des débats construits en fait sur cette question et de transmettre des informations qui sont rationnelles et qui sont fiables. Ça induit aussi un rejet d'autres initiatives promouvant une alimentation végétalienne, par extension, et donc une impossibilité de provoquer un changement de paradigme. Et cette impossibilité de discuter clairement de cet élément-là dans les débats, ça alimente un manque d'information. Donc ça crée un cercle vicieux. Moins on parle de façon rationnelle de la complémentation en B12, de cette question d'alimentation naturelle, pardon, qui est fallacieuse, et plus on alimente quelque chose qui nourrit la désinformation, et plus on a des gens qui tombent malades, et plus on a l'impression que c'est la norme, et donc moins on se pose la question, etc. etc. C'est vraiment un gros problème, notamment médiatique, malheureusement. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les journaux, alors toujours en France, hein, parce que bon, voilà, moi j'habite en France et donc c'est ce que je constate. Le débat est largement pourri par ces éléments-là. On a un cas particulier, des influenceurs et des influenceuses véganes qui refusent la complémentation sous prétexte qu'elle n'est pas naturelle et qui finissent par avoir une santé qui décline très rapidement. Et ces cas, généralement là, sont très très médiatisés. On l'a vu avec certains influenceurs, influenceuses véganes sur YouTube qui ont été pris la main dans le sac, entre guillemets, en train de manger des poissons ou d'autres aliments d'origine animale parce qu'ils étaient vraiment en train de décliner en termes de santé parce qu'ils ne voulaient pas se complémenter en vitamine B12. Ou alors ils pensaient se complémenter en vitamine B12 en mangeant des aliments végétaux qui n'en contenaient pas du tout, de l'aloe vera par exemple, ou de la spiruline ou ce genre de choses. J'y reviendrai un petit peu après, mais ça c'est vraiment un problème très très récurrent. D'où l'importance de transmettre vraiment des informations qui sont rigoureuses, qui s'appuient sur des preuves médicales, scientifiques sérieuses. À noter aussi en termes de conséquences, pourquoi il faudrait éviter de parler d'alimentation naturelle.
c'est que quand les personnes donc végétariennes, végétaliennes ou véganes ont des problèmes de santé liés à leur alimentation, pardon, le réflexe, c'est toujours de revenir à une alimentation de type omnivore, c'est-à-dire de recommencer à manger des produits d'origine animale. Et c'est aussi, la plupart du temps, le conseil qui va être donné par les médecins, et on comprend pourquoi, parce que il y a un manque de formation des médecins, surtout des médecins généralistes, en particulier sur la question de la nutrition végétale en particulier. En France, il n'existe aucune formation à l'alimentation végétale, à la nutrition végétale. Ça n'existe pas. Donc, les seuls médecins qui connaissent bien le sujet, ce sont des médecins qui se sont formés par eux-mêmes. Et donc, malheureusement, les conseils qui sont donnés aux patients et aux patientes sont souvent assez décalés par rapport à la littérature scientifique, par rapport au consensus et par rapport aux recommandations générales sur les alimentations végétales. C'est pas rare d'avoir des personnes qui sont véganes et qui sont dépitées parce que leur médecin ne leur a pas parlé de la vitamine B12 ou leur a dit qu'il risquait une carence en protéines, alors que c'est vraiment pas un problème pour les alimentations végétales, en l'occurrence, c'est plutôt une idée reçue. Voilà, donc généralement le réflexe c'est ça, c'est de revenir à une alimentation omnivore. Et le souci, c'est que la reprise de consommation de produits d'origine animale, elle a tendance globalement à remettre en cause la viabilité de la pertinence du véganisme. On se dit, bon, si on ne peut pas être végane, autant abandonner l'idée. Elle a tendance aussi à provoquer un rejet du mouvement animaliste dans son ensemble. Comme je le disais tout à l'heure, on va se dire, mais pourquoi se soucier de l'éthique animale si on ne peut pas faire autrement que de manger des animaux, tant pis. On va continuer à les abattre, on va continuer à les utiliser en masse, etc. Et ça a tendance à encourager une démobilisation idéologique vis-à-vis du spécisme. On va avoir tendance à se dire je vais arrêter de lutter contre l'idée que l'espèce est un bon critère de considération morale parce que c'est pas faisable concrètement. Ça a tendance à remettre en question l'idéologie quand la pratique ne peut pas suivre. Donc, s'attaquer à ce concept d'alimentation naturelle, le questionner, le remettre en question, ça facilite l'acceptation de la complémentation, ça sécurise la santé des personnes qui sont végés ou véganes. Et ça facilite aussi la remise en question de la validité même de l'idée de nature dans son ensemble. Et ça peut avoir un intérêt dans d'autres domaines aussi, parce que malheureusement, cette idée que la nature est bien faite, cette idée que la nature est toujours ça a beaucoup de répercussions dans d'autres domaines, y compris dans d'autres luttes sociales. Alors, comment se débarrasser de ce concept? J'ai vu le pourquoi, là on va voir un petit peu le comment. Je pense qu'une des choses les plus importantes à faire, c'est d'éduquer à l'esprit critique. C'est-à-dire de permettre au plus grand nombre de s'intéresser à la pensée critique, à l'autodéfense intellectuelle, et donc à la remise en question de leur conditionnement. Des discours publicitaires notamment, des idées reçues, des croyances qu'on a et qu'on a du mal même à envisager de les remettre en question parce qu'elles sont très ancrées, qu'elles sont spontanément acceptables, naturelles justement. On est beaucoup moins perméable au discours naturaliste quand on a appris à mettre en œuvre certains outils de la pensée critique. On ne se fait plus avoir par les publicités, les discours que je montrais tout à l'heure en début de conférence sur les alimentations miraculeuses, 100% naturelles, etc., etc. On ne se fait plus avoir par ces arguments marketing-là. Peut-être qu'on peut encore se faire avoir, mais en tout cas, ça limite beaucoup le fait que ces discours aient une prise sur nous. Ce qui peut être intéressant, c'est de créer, de diffuser des outils de la pensée critique au sein des mouvements animalistes aussi, qui malheureusement sont parfois un petit peu empreints de cette idée de nature. On peut marquer sa désapprobation aussi, alors avec bienveillance, toujours, j'encourage la bienveillance, quand la naturalité est célébrée au sein même du mouvement. Je pense que c'est qu'on soit d'ailleurs vraiment militante ou pas du tout, on peut très bien aller voir des champs dans lesquels il y a cette célébration de la naturalité et dire regardez, c'est pas forcément très viable parce que voilà, pour toutes ces raisons-là. Je pense que c'est assez sain de le faire. Et puis on peut aussi créer du matériel pour en parler, par exemple des ateliers, conférences, des supports informatifs, des articles autour de cette question. Il ne faut pas hésiter, je pense, à prendre la parole pour s'éduquer mutuellement sur cette question-là. On peut relever aussi qu'il y a beaucoup de manipulations autour de ce truc-là, beaucoup de manipulations commerciales aussi, parce que ça fait jamais plaisir de savoir qu'on est victime de discours marketing, qu'on est victime de manipulation. Là, ça peut être utile de le souligner, quoi.
On peut permettre aussi la réflexion sur des exemples concrets, ça peut même être assez ludique finalement, en demandant est-ce qu'un marteau fabriqué par un chimpanzé est naturel? Et est-ce qu'un marteau fabriqué par un humain est naturel? Et pourquoi? Et là, on voit que souvent, on a tendance à répondre oui à la première question et non à la deuxième, en considérant que le chimpanzé est une entité naturelle qui fabrique des outils naturels avec son milieu naturel. Et on a tendance à penser qu'Homo sapiens est un être qui, du coup, n'est pas vraiment naturel, qui est extrait de la nature et qui crée un outil artificiel avec du matériel artificiel. Mais si on se penche un peu plus sur la question, on se rend compte que, en fait, tout est naturel ou rien ne l'est, quoi. Hein. Donc, Homo sapiens fabrique aussi des outils avec ce qu'il a à disposition dans le monde et il n'utilise rien de surnaturel pour ça. Voilà, on peut montrer que de nombreux produits dits artificiels synthétiques aussi ont fait la preuve de leurs avantages. J'en parlais aussi en début de conférence avec les traitements médicaux, l'hospitalisation, les anesthésies, la cuisson, ce genre de choses. Typiquement sur le virus de la rage, voilà, qui est naturel, et son vaccin qui est artificiel. Si on veut sensibiliser à ces questions-là, je pense que c'est important d'utiliser le vocabulaire et les domaines d'expertise de ses interlocuteurs et interlocutrices, de créer des ponts pour susciter l'intérêt et l'implication, et puis dans la mesure du possible de soigner sa communication pour rendre l'information accessible et attractive pour toucher un large public. Vraiment, ce principe-là, je pense qu'il est important dans la mesure où je pense qu'un des impératifs pour lutter un peu contre ces mythes de l'alimentation naturelle, c'est vraiment de se mettre à la place de la personne, des personnes qui adhèrent à cette idée-là et de comprendre pourquoi elles adhèrent à cette idée-là. Parce que ce n'est pas du tout un signe de manque d'intelligence ou de quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que je trouve très dommage aussi de penser que les personnes qui adhèrent à ces idées-là seraient moins intelligentes ou quoi. Comme je disais tout à l'heure, c'est rattaché à vraiment des données qui ont fait beaucoup de bruit. Il y a des scandales sanitaires régulièrement sur certains traitements, certains médicaments. Il y a une méfiance qui est relativement logique, en fait, qui est tout à fait compréhensible. Donc, c'est important, je pense, de se mettre à la place des personnes qui ont été marquées par ces scandales sanitaires. C'est bien aussi de garder de la vigilance par rapport à ça et de ne pas rentrer en approche frontale en disant tu as tort, regarde pourquoi. Je pense que c'est plus efficace de faire preuve de charité, d'indulgence épistémique, d'indulgence intellectuelle par rapport à ça. Ensuite, on peut rappeler la réalité, alors là aussi de manière assez ludique, en luttant contre la chimiophobie. La chimiophobie, c'est cette conception que tout ce qui serait chimique serait forcément mauvais. C'est une association entre ce qui serait chimique et ce qui serait synthétique, et par extension, ce qui serait nuisible. Et en fait, on peut rappeler que tout est chimique. En fait, que le naturel est chimique et que le chimique est naturel. C'est-à-dire que le monde entier est constitué de chimie, par définition. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'eau, qui est une espèce chimique en soi, c'est-à-dire un ensemble d'entités chimiques identiques, qui est constitué de molécules appelées H2O. Voilà, donc l'eau, n'importe quelle eau, de la plus pure des rivières à la plus pure des sources, est chimique. On en a un exemple ici, qui est inspiré du blog et des infographies de James Kennedy, que je recommande fortement. Ça, c'est la liste d'ingrédients chimiques constitutifs d'une banane. D'une simple banane, même une banane tout à fait naturelle, tout à fait bio, etc., contient tous les ingrédients qu'on voit dans l'encadré. Donc de l'eau, du sucre, du glucose, du fructose, du sucrose, etc. Et aussi des ingrédients qui sont imprononçables, de l'acide stéarique, des phytostérols, de la thiamine, des E300, E306, E160A, etc. Tous ces ingrédients qui font peur quand ils sont mis tels quels sous les yeux, mais qui en fait sont des ingrédients chimiques tout à fait assimilables sans problème et voilà, qui ne sont pas nuisibles outre mesure, quoi. Donc ça peut permettre de prendre un petit peu de recul. Sur le blog de James Kennedy, il y a d'autres exemples avec des fraises, avec un steak haché aussi, où il y a la même liste de très très longs ingrédients. Donc voilà, ça peut être assez ludique.
Ensuite, on peut noter et discuter de ça aussi, c'est que les personnes qui pensent avoir une alimentation strictement naturelle, elles ont généralement peu conscience que la plupart des aliments qu'elles consomment sont le fruit de sélections génétiques qui sont complètement artificielles par nature, puisqu'elles sont d'origine anthropique. Donc artificielles, encore une fois, dans le sens de naturel que je donnais au début de la conférence, c'est-à-dire qu'on va considérer que tout ce qui est fait par Homo sapiens n'est pas naturel. En fait, s'alimenter de façon 100% naturelle, ça consisterait au fait de manger seulement que des champignons, des racines, des baies, des plantes sauvages crues, hein, pas de cuisson, et aussi des animaux sauvages capturés à la main, tués à la main, puis mangés crus également, etc. Sans outils, sans cuisson, bien sûr sans insémination artificielle, sans élevage, sans chaîne d'abattage, sans transport, sans réfrigération, sans vente dans les grandes surfaces ou les épiceries ou marchés, etc. Donc, il y a peu de gens qui ont envie de manger réellement de cette façon-là. Et finalement, personne n'adhère à cette alimentation qui, pour le coup, serait 100% naturelle. Sans compter qu'il ne faut pas se planter, encore une fois, avec les champignons qui peuvent être toxiques crus, qu'il faudrait cuire, ou carrément avec des espèces qui sont extrêmement toxiques, comme la manite phalloïde qu'on a vue au début. Pour revenir sur cette question de sélection génétique systématique et artificielle, puisque d'origine anthropique, y compris dans les légumes et les fruits. Ici, je compare une carotte cultivée avec une carotte sauvage. Et voilà, pour montrer l'importance qu'a la sélection génétique dans les variétés qu'on consomme aujourd'hui, que l'humanité entière consomme aujourd'hui, les carottes sauvages sont de petites racines tordues et maigrichonnes qui ont des apports moins intéressants d'un point de vue nutritionnel que les carottes cultivées, qui sont moins charnues, moins agréables au goût, moins sucrées, moins faciles à consommer, etc. Et on a un petit peu le même cas de figure avec le maïs moderne, qu'on peut comparer avec le maïs primitif, qui était une espèce de petits trucs rabougris, difficiles à décortiquer, etc. Et aujourd'hui, on a un épi de maïs qui est sucré, juteux, très intéressant d'un point de vue nutritionnel, voilà, qui est très bon, etc. Donc on voit cette différence et on a souvent peu conscience de ça, mais le fait même de cultiver des fruits et des légumes est une pratique qui n'est pas naturelle du tout. C'est de la sélection génétique aussi. Voilà, on en a peu conscience. Parfois, on en a plus conscience pour les animaux, notamment certaines races de vaches laitières, par exemple la Holstein, qui sont sélectionnées de manière très visible. On voit qu'elles ont de très très grosses mamelles, qu'elles ont une conformation qui est très peu chargée en muscles, puisqu'elles sont vraiment très très sélectionnées pour leur production laitière. On le voit aussi avec les poules pondeuses, qui sont spécifiquement sélectionnées pour pondre quasiment un œuf par jour, voire plus, dans certaines races qui sont développées aujourd'hui. Mais on le voit parfois moins, enfin, on en a parfois moins de conscience pour les fruits et les légumes, et pourtant c'est aussi le cas. Donc même des fruits et légumes bio, hein, s'ils sont cultivés, ils ne peuvent pas être qualifiés de naturels spécialement. Donc voilà, encore une fois, on peut rappeler la réalité de l'élevage et de l'agriculture en général, hein, qui consiste justement en la modification génétique de tout ce qui nous entoure, enfin en tout cas de tout ce qui nous entoure et qu'on a envie de consommer, pour qu'il corresponde donc à des besoins qui sont humains. On peut aussi rappeler que les animaux exploités dans les élevages sont quand même massivement complémentés en diverses vitamines et minéraux. C'est un sujet aussi qui est très peu connu du grand public. Alors là, il y a un petit peu un biais du survivant dans la mesure où les seuls animaux auxquels on a accès, les seuls qu'on voit généralement, alors soit dans les publicités, soit dans les champs, hein, par définition, c'est ceux qui sont visibles. Et donc, ce sont les animaux qui sont à l'extérieur, qui broutent, qui pâturent ou qui picorent dehors. Et on a tendance à penser qu'on ne leur administre pas de compléments alimentaires, spécialement parce qu'on les voit manger à l'extérieur, on les voit brouter, etc. Et pourtant, la norme, c'est plutôt des élevages avec complémentation. En l'occurrence, en France, il y a 80% pardon, des animaux qui sont élevés sans accès à l'extérieur ou en batterie en élevage intensif. Donc cette complémentation, alors là, bon, il y a des exemples qui montrent de la vitamine B12 et du cobalt, qui ne sont pas massivement donnés, qui sont donnés dans certains cas particuliers. Mais en tout cas, la complémentation pour plusieurs races d'animaux, plusieurs espèces, et quand même, voilà, c'est un phénomène qui est massif, qui est routinier et qui est très courant, quoi. Alors faire attention, de ne pas retomber dans l'appel à la nature dont je parlais tout à l'heure en dénonçant l'usage de ces produits sous prétexte qu'ils ne seraient pas naturels, hein. Mon propos, c'est pas ça, hein. C'est vraiment de dire qu'on n'a pas conscience que quand on mange des animaux, on mange le produit d'une alimentation qui n'est pas plus naturelle que le fait de cultiver des fruits, des légumes ou de prendre un complément de vitamine B12 quand on est vegan.
Euh, Sur ce volet-là aussi de comment se débarrasser du concept d'alimentation naturelle, je pense qu'il y a une responsabilité en tant que mouvement des mouvements justement pro-végé, pro-vegan, animalistes en général, et que les organisateurs et organisatrices des marchés stand vegan, Vegan Place, tous les festivals antispécistes et autres événements liés pourraient cesser d'entretenir et d'amplifier cette confusion. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit pas mal. Des stands qui sont dédiés à des aliments estampillés, naturels, etc. C'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup encore. Et si on veut, à mon sens, que les publics comprennent ces questions qui sont liées à l'éthique animale, vraiment, ou aux impacts de l'élevage sur le climat, par exemple, ce genre de choses, donc toutes les questions qui sont liées à l'éthique, à mon sens, il n'est pas souhaitable d'entretenir même cette confusion avec l'alimentation naturelle et le naturel en général. Alors, je vous donne un cas particulier ici d'un événement qui est assez connu dans ces sphères-là, et qui fait la promotion ici de la spiruline en tant que complément alimentaire riche en fer, en antioxydants, en provitamine A et en vitamine B12. Le texte de promotion dit que cette spiruline est très prisée dans l'alimentation végane et qu'elle permet d'éviter certaines carences. Là, pour moi, on a quelque chose de très confusionniste parce qu'en disant qu'elle évite, que la prise de spiruline évite les carences et en parlant de vitamine B12 au-dessus, on induit que c'est un bon moyen, consommer de la spiruline est un bon moyen de se complémenter en vitamine B12 pour les personnes végé et véganes. Or, c'est faux. Et c'est quelque chose de très ancré aussi, c'est une idée reçue très ancrée. Comme je disais tout à l'heure, la complémentation en vitamine B12, elle est indispensable pour les personnes qui ont végétalisé leur alimentation. C'est vraiment quelque chose auquel il faut prêter attention. Le problème de la spiruline, c'est qu'elle contient de la vitamine B12 qui n'est pas assimilable pour l'organisme humain. Donc, il y en a dedans, mais elle n'est pas biodisponible. On ne peut pas l'assimiler. Le souci que ça pose, c'est que cette pseudo-vitamine B12, elle fausse les bilans sanguins quand on fait une prise de sang. On peut se dire qu'on a un bon taux de B12 si on consomme de la spiruline, alors qu'en fait, c'est de la B12 qui n'est pas assimilable. Donc, ça peut masquer une carence. Donc, on a ces allégations de santé qui peuvent être un petit peu douteuses, voire mensongères. Autre chose aussi, c'est que cette pseudo-vitamine B12 qui est contenue dans la spiruline est susceptible de perturber l'assimilation correcte de la vraie vitamine B12. Donc, ça peut même empêcher une bonne complémentation ou perturber une bonne complémentation. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a d'autres soucis, c'est que la spiruline, elle coûte cher, parfois jusqu'à 150 € le kilo. Donc, il y a du marketing aussi derrière, et que donc ça constitue un danger en fait pour les personnes qui sont végé ou véganes et qui pensent se complémenter correctement en prenant de la spiruline, alors que ce n'est pas le cas. Et au final, ça peut nuire aux autres animaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, la présence de stands de spiruline sur beaucoup d'événements animalistes, en fait, à mon sens, elle a même moins de sens et de pertinence qu'un stand de pommes de terre, quoi. Si on voulait vraiment avoir des stands pertinents avec des produits végétaux alimentaires, pourquoi pas, voilà, mais vendons autre chose. Parce que là, vraiment, ça peut créer la confusion et ça peut mettre vraiment en danger les personnes. Alors, sachant que j'ai rien contre la consommation de spiruline, si les personnes végé ou véganes veulent en consommer, elles le peuvent, il n'y a pas de souci. Ça coûte très cher pour un produit qui est dispensable. Il faut penser à la prendre à 6 heures d'intervalle avec son complément de B12, voilà, encore pour éviter les problèmes de perturbation. Voilà, donc ce truc-là d'axer sur le fait que la spiruline serait une façon naturelle d'avoir de la B12, ça peut vraiment avoir des conséquences nuisibles. Donc pour conclure, je dirais que le concept d'alimentation naturelle, pour toutes ces raisons-là, il n'a pas de sens et à mon avis, il devrait être abandonné, au moins fortement questionné. Il y a trop de mythes qui l'entourent et ça a trop de conséquences nuisibles. Alors, bien sûr, on ne pourra probablement pas mettre un terme à l'attachement au concept de nature dans son ensemble, mais ce qu'on peut faire, c'est au moins contribuer à sa remise en question, à une réflexion autour de ça, et aussi à la remise en question d'éventuelles prescriptions fallacieuses qui en découlent, parce que c'est tout ce qui concerne les injonctions qui vont être faites après qui ont des conséquences nuisibles. Et on peut au moins aussi cesser de contribuer à la propagation de ce concept au sein même du mouvement en tant que militant ou militante. Je pense que c'est important aussi ce principe d'éducation populaire. Et à mon sens, ça paraît impératif pour améliorer sa compréhension du monde, notamment en éduquant à l'esprit critique et en s'éduquant soi-même à l'esprit critique avant tout, et par ricochet entraîner une réflexion et le rejet d'autres systèmes nuisibles basés sur le caractère de naturalité. Parce que malheureusement, comme je disais tout à l'heure, ça éclabousse aussi d'autres luttes sociales, ce principe-là. Hein, on entend dire que l'homosexualité, ce ne serait pas naturel, par exemple. Ce genre de choses. Ce sont des attaques qui sont assez récurrentes. Donc on voit que ce critère de naturalité, il est nuisible à plusieurs égards, pas seulement pour ce qui est question des alimentations végétales.
Lutter aussi contre ce concept, ça me permet important pour une bonne compréhension des enjeux éthiques qui sont défendus. C'est-à-dire qu'on va plutôt dire les alimentations végétales sont liées à un impératif de justice, à une exigence de justice. On le fait pour moins nuire, notamment aux autres êtres sentients, aux autres animaux, plutôt que pour du bien-être personnel. Hein, voilà, parce que quand on dit je mange naturel, on a plutôt tendance à prendre ça pour une question de vertu. Donc un appel à la vertu qui concernerait une morale personnelle. Donc ça dépolitise beaucoup la question. Et puis enfin, ça me paraît important pour préserver la santé des militants et des militantes, et donc la santé du mouvement aussi. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Donc merci beaucoup à tout le monde. Vous pouvez me retrouver, comme je disais tout à l'heure, sur Questions Animalistes et sur mes réseaux sociaux. Voilà, si vous le voulez. Ok, alors merci pour cette conférence. Je pense que vous pouvez peut-être poser des questions. Je mettrai un X sur le chat, si vous voulez que je active votre micro. Alors, il y a déjà quelqu'un qui a posé une question de Sandra Goguet. Pourquoi on ne pourrait pas dire on s'alimente en vitamine B12? C'est une bonne question. Effectivement, on pourrait se dire que ça serait mieux dans les mouvements animalistes de se dire on oublie cette question de complément et on va directement dire voilà, je m'alimente en B12 et ça pourrait casser ce truc de complémentation. À mon sens, ça serait possible s'il y avait suffisamment de produits enrichis en vitamine B12 qui étaient accessibles au plus grand nombre. Mais actuellement, ça pose encore un problème parce que ça ne correspond pas à ce que le grand public va retrouver dans les commerces, dans les magasins, etc. C'est-à-dire que si actuellement on ne dit pas clairement aux gens il faut prendre un complément de vitamine B12 pour végétaliser son alimentation, en tout cas c'est ça qui permet de végétaliser son alimentation, ça va brouiller les repères. Et ça peut poser un problème de santé publique. Donc, tant qu'on n'a pas encore des recommandations de santé publique, ce serait génial. Hein, on peut imaginer une complémentation de plein de produits d'utilisation courante, avoir de la B12 dans le pain, dans la farine, dans l'eau du robinet, voilà, ça pourrait être génial. Mais tant qu'on n'a pas ces mesures de santé publique, hein, comme ça a été le cas avec l'enrichissement en iode du sel de table, par exemple, ça a un intérêt quand même de dire attention, prenez un complément. Et de nommer cette chose-là comme ça, parce que c'est cette appellation commerciale-là que les gens vont retrouver sur les produits. S'ils cherchent à consommer de la B12, il va falloir qu'ils passent par une recherche sur un moteur de recherche en marquant complément de vitamine B12. C'est ce qu'on va retrouver sur les groupes Facebook, c'est ce qu'on va retrouver partout en fait. Et malheureusement, voilà, je pense que se passer de nommer un chat et de nommer un complément, même si je dis que cette différence entre complément et aliment, elle est fallacieuse, elle est culturelle, malgré tout, ça a encore un intérêt de santé publique parce que c'est ça qui va correspondre aux repères que les gens vont trouver. Alors, il y a une autre question de Benoît. Est-ce qu'on retrouve cette inhibition de la B12 dans d'autres supposées sortes de B12? Alors, a priori, oui, il me semble que cette inhibition de l'absorption de la vraie vitamine B12 par de la pseudo-vitamine B12 se retrouve dans d'autres algues. Je n'ai pas le détail, mais il me semble que la nori est concernée. Et je crois que dans les publications scientifiques que j'ai pu voir, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances que j'ai, il y a d'autres algues donc, qui sont concernées par cette perturbation. Et il y a un principe de précaution, entre guillemets, qui est recommandé avec d'autres algues aussi. En fait, on recommande d'espacer la consommation d'algues en général de 6 heures de la consommation d'un complément alimentaire qui contient de la vitamine B12. Donc oui. Alors, une autre question de Benoît. Est-ce que la B12 se dégrade à la chaleur? Et est-ce que certains produits marketés comme contenant la B12 pourraient ne pas fournir cette vitamine une fois cuite? Alors oui, la vitamine B12 est une molécule qui se dégrade à la chaleur, y compris la B12 qui est contenue dans les produits d'origine animale. C'est variable selon plein de facteurs, et j'avoue de ne pas avoir le détail, mais quand on fait cuire un morceau de chair animale, la B12 se dégrade aussi dans une certaine mesure. La B12 est sensible de toute façon à la chaleur, aux UV, à l'acidité du milieu, comme plein d'autres molécules en fait. Il faut savoir que bon, cette dégradation, elle n'est pas forcément suffisamment importante pour que
les apports journaliers recommandés soient menacés. Hein, c'est pas forcément un problème, mais c'est pour ça aussi qu'on recommande de conserver, par exemple, ces compléments alimentaires dans une boîte bien hermétique, à l'abri de la lumière et au sec, pour éviter la dégradation. Donc oui, elles se dégradent à la chaleur. Malgré tout, les compléments alimentaires, si on les prend en respectant ces précautions de base, sont tout à fait efficaces et il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, est-ce que certains produits marketés comme contenant de la B12 pourraient ne pas fournir cette vitamine une fois cuite? Alors, ça va même au-delà, en fait, parce qu'il y a certains produits marketés comme contenant de la B12 qui n'en contiennent aucune forme active, en fait. Donc, c'est le cas notamment de la spiruline. S'il n'y a pas eu un ajout spécifique d'une molécule active de B12, il y a des produits qui sont marketés en tant que contiennent de la vitamine B12 et qui n'en contiennent pas, ou qui contiennent des formes qui ne sont pas assimilables. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Et de la même façon, il y a une dégradation à la chaleur aussi. Donc, si on ajoute de la B12 à ces plats, ou à ces gâteaux, ou à quoi que ce soit, il faut considérer qu'on ne va pas tout à fait avoir les mêmes apports que si on la prenait directement. Alors, une question de Colline. Pour en venir à l'argument sur la chimie, que répondre si on nous parle de produits chimiques qui polluent? J'imagine qu'on pourrait nous demander par exemple comment un produit naturel, si la chimie est naturelle, peut être néfaste à l'environnement. Alors, en fait, oui, il faut voir que dans l'esprit du public, les produits chimiques, c'est une catégorie bien particulière de produits qui généralement sont des produits qui sont en fait toxiques ou polluants. C'est-à-dire que quand on dit qu'un produit est chimique, on ne pense pas à l'eau du robinet, effectivement. On pense plutôt à des pots de peinture, de dissolvants, ce genre de choses. Donc, il faut peut-être, quand on aborde ce sujet-là avec quelqu'un, lui demander d'expliciter ce qu'elle entend par produit chimique. Je pense que la première des choses pour entamer une discussion sereine, c'est déjà de se mettre d'accord sur les définitions et d'être sûr de savoir de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de débats en fait qui sont construits sur des malentendus. Et en fait, on n'est pas forcément en désaccord sur le fond, mais on est en incompréhension sur les définitions. Donc, on peut effectivement, c'est une bonne proposition, demander comment un produit naturel peut être néfaste à l'environnement. On peut prendre l'exemple des pesticides qui sont utilisés en bio, par exemple. On a souvent tendance à penser qu'en agriculture biologique, il n'y a aucun pesticide qui est utilisé, contrairement à l'agriculture conventionnelle. En fait, non. Il y a des pesticides qui sont utilisés en agriculture biologique. Ce sont des produits qui sont présentés comme étant naturels, comme la bouillie bordelaise, par exemple, et pourtant, ce sont des produits qui sont extrêmement néfastes à l'environnement et polluants. Donc, du coup, on peut prendre cet exemple-là pour peut-être remettre les choses un petit peu en perspective. Ouais. Il y a une autre personne qui demande, j'ai vu une vidéo de Mick des Vegans qui parlait de sources de B12 dans le duckweed. Est-ce que ça vous parle? Alors non, je ne sais pas ce qu'est le duckweed. Ce qui est duckweed égale à lentilles d'eau. Ah, les lentilles d'eau, ok. Alors oui, du coup, j'ai entendu parler de cette chose-là. On est un peu dans la même situation qu'une vitamine B12 qui avait été retrouvée à un moment dans une variété de chiens-dents. C'est-à-dire que quand on découvre de la vitamine B12 dans ces produits-là, c'est souvent par contamination, en fait, par contamination du milieu. Et c'est jamais de la B12 d'origine végétale, puisque la B12 d'origine végétale n'existe pas. La B12, elle est toujours d'origine bactérienne, en fait. Donc, ça va dépendre du milieu. Et c'est souvent des bactéries qui entrent en symbiose avec certains éléments du végétal qui font qu'il va y avoir le développement de cette molécule de B12, mais ce n'est pas à proprement parler le végétal en lui-même. Donc ça, c'est la première chose. Il y a aussi quelque chose de très important, comme je le disais tout à l'heure, c'est les politiques de santé publique. C'est-à-dire qu'il faut considérer non seulement bien sûr, est-ce que le produit contient vraiment de la B12 assimilable? Mais il faut aussi considérer quel impact ça va avoir sur les populations, de le dire. Concrètement, comment vont faire le grand public, hein, comment va faire le grand public pour avoir accès à ce produit? C'est-à-dire, est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il est peu coûteux? Est-ce qu'il est facilement cultivable? Est-ce qu'on peut facilement le mettre sur le marché et donc l'offrir au plus grand nombre ou pas? Là, en l'occurrence, avec les lentilles d'eau, comme avec cette histoire de chien-dent, on a une B12 qui, en tout cas pour le chien-dent, coûtait à peu près 800 € par an en complémentation, ce qui est complètement excessif, avec une culture compliquée, marginale, etc. Donc, c'est des questions qui sont intéressantes à explorer. Il y a voilà, c'est des questions qui sont intéressantes à débattre et tout, mais en l'état actuel des connaissances, c'est plus parcimonieux
c'est plus économe, voilà, c'est moins coûteux et c'est plus sérieux en matière de politique publique de dire bah, vous pouvez prendre un complément de vitamine B12. Le moins cher coûte 4 € par an et par adulte, à peu près. Donc voilà, c'est beaucoup plus sérieux, je pense. J'ai une autre question de Gérou. Alors, la B12 est produite par une bactérie, il me semble. Les animaux d'élevage intensif sont-ils eux-mêmes supplémentés en B12 pour que leurs produits en contiennent? Alors, ouais, il y a pas mal de confusion par rapport à tout ça. Les animaux qui sont exploités en élevage sont effectivement complémentés d'une manière générale en pas mal de minéraux et vitamines, comme je le disais tout à l'heure. Sur la question de la vitamine B12, les informations sont parfois un petit peu difficiles à obtenir. On sait que la complémentation en vitamine B12 pour certains animaux, elle est assez importante, notamment pour les cochons, notamment pour végétaliser complètement leur ration, ce qui permet de faire des économies pour les éleveurs et les éleveuses. Donc, c'est-à-dire qu'on végétalise l'alimentation des animaux, et comme cette alimentation est végétale, bah, de fait, elle n'apporte pas de B12, donc on va donner des compléments de vitamine B12. Donc, ça, c'est effectivement une complémentation indirecte, on va dire. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les animaux d'élevage ne sont pas complémentés pour complémenter les humains après. C'est n'importe quel animal, y compris un lapin sauvage, par exemple, qui serait chassé, voilà, et mangé ensuite. N'importe quel animal contient de la vitamine B12. C'est-à-dire que la chair d'un lapin sauvage contient aussi de la vitamine B12 parce que le lapin en lui-même trouve de la B12 dans son environnement. Donc en fait, c'est un argument qu'on entend souvent ça chez les personnes véganes, mais il faudrait s'en débarrasser, je pense. C'est de dire, ah, regardez, les animaux d'élevage sont complémentés en B12 pour complémenter les humains, et c'est pas vrai. C'est un peu douteux comme argument. J'espère que ça a bien répondu à la question. Je n'arrive pas à suivre le chat, ça défile trop vite. J'ai une autre question. Alors, de Raciel Thor, as-tu déjà fait une conférence sur le soja et plus particulièrement pour clarifier les choses sur les isoflavones? Alors, non, je n'ai jamais fait de conférence sur le soja. Et sur cette question des isoflavones, c'est vrai que c'est un gros débat aussi dans les alimentations végétales. Donc, bon, j'aurais rien de particulier à dire dessus parce qu'effectivement, je pense que c'est assez éloigné du sujet de la conférence, mais c'est vrai que c'est un sujet intéressant aussi. Il y a Hervé Berby en France qui est spécialiste du sujet, qui produit du contenu intéressant. Il y a du contenu qui peut être trouvé en ligne sur cette question, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de hooliganisme aussi, d'arguments assez fallacieux qui sont donnés sur cette question. Et en dehors des isoflavones, il y a aussi la question des tourteaux de soja qui sont données en élevage, toute cette question de la déforestation, etc. Sur YouTube, il y a une excellente vidéo de l'effet chimpanzé que je recommande à tout le monde sur cette question qui est vraiment très rigoureuse. Voilà, il y a beaucoup de questions autour du soja, mais moi je suis vraiment pas spécialiste, donc je passe mon tour. Alors, j'ai une question de Cédric. Puisqu'il faut des compléments de synthèse, peut-on dire d'Homo sapiens qu'il est naturellement végétalien ou plutôt omnivore? Alors, plusieurs choses dans cette question. On peut pas, à proprement parler, on peut pas parler de complément de synthèse, vraiment de B12 de synthèse. En fait, la B12 qui est obtenue et qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, c'est une B12 obtenue par fermentation bactérienne. Du coup, la synthèse totale de la vitamine B12, elle a déjà été effectuée, mais c'est une opération qui est très très complexe, qui est beaucoup trop coûteuse pour les labos et qui n'est jamais faite. Il n'y a aucun complément alimentaire qui contient de la B12 de synthèse. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, donc parler de complément de synthèse, c'est un abus de langage. Mais effectivement, cette nécessité de complément, alors est-ce qu'on peut dire qu'Homo sapiens, qu'il est naturellement végétalien ou plutôt omnivore? On peut dire qu'Homo sapiens est naturellement omnivore, plutôt. C'est ce qui correspond le plus à la réalité, c'est-à-dire que spontanément, Homo sapiens est une espèce qui peut assimiler des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Donc on peut assimiler des protéines végétales et animales sans trop de soucis. Et c'est plutôt l'excès de protéines animales qui va poser souci. Mais en tout cas, naturellement, Homo sapiens est omnivore, effectivement. Le végétalisme, le végétarisme, le véganisme, ce sont des choix qui sont rendus possibles par l'évolution des découvertes scientifiques, en l'occurrence la découverte de la fermentation de la culture de vitamine B12.
la culture des bactéries en tout cas qui produisent la B12. Alors, une J'espère que ça répond à la question question. de Benoît. Pourrait-on considérer que si les produits culinaires courants, les végétaux bouillons, étaient abondamment supplémentés en B12, oula, il n'y aurait pas à craindre de carence d'une alimentation végétale? Alors ça dépend du dosage, mais j'ai envie de répondre oui, parce que alors ça commence à se faire un petit peu, notamment dans les substituts végétaux. On retrouve de la vitamine B12 parfois ajoutée à certains fromages végétaux ou laits végétaux, ou substituts simili-carnés, etc. C'est encore assez rare. Mais effectivement, si beaucoup de produits d'usage courant étaient complémentés, ça dépend du dosage, mais ça pourrait très bien être suffisamment dosé, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de problème. D'autant qu'il y a quelque chose d'intéressant avec la vitamine B12, c'est que c'est une vitamine hydrosoluble qui est naturellement éliminée dans les urines quand elle est prise en excès. Donc l'excès de vitamine, enfin l'excès d'apport, en tout cas en vitamine B12, est toujours complètement anodin en fait, c'est pas du tout nuisible. On peut vraiment prendre des doses très élevées, c'est reconnu par toutes les instances sanitaires mondiales comme étant sans risque. Ça c'est éliminé naturellement dans les urines. Donc on pourrait tout à fait l'envisager. Ça aurait aussi un intérêt d'ailleurs pour complémenter les personnes de plus de 50 ans, parce qu'il y a une bonne proportion quand même de personnes qui sont omnivores, hein, qui mangent de la chair animale, même qui s'en gavent, hein, c'est pas un problème, qui assimilent beaucoup moins bien la vitamine B12 à partir de 50 ans. Et du coup, en fait, même pour des questions de santé publique, en dehors de toutes les questions d'alimentation végétale, ce serait quand même bien de complémenter ces produits-là avec des bonnes doses quoi, pour les personnes âgées aussi. Il y a une question de Muriel. Alors, quel est le meilleur dosage de la B12 pour s'assurer de notre taux? Alors, le dosage qui est considéré comme étant le plus fiable, un petit peu le gold standard, entre guillemets, alors ça dépend des publications scientifiques, mais il y a un consensus quand même sur le dosage urinaire, sachant que ce n'est pas la B12 qu'il faut analyser, mais plutôt le taux d'acide méthylmalonique. C'est un peu compliqué. L'acide méthylmalonique, qui est réduit en AMM, est un dosage qu'on peut faire par voie sanguine ou par voie urinaire. Ce qui est conseillé généralement, alors en tout cas en France, je pense qu'en Suisse ça doit être un peu pareil, c'est ce dosage urinaire dans les urines du matin. Le problème avec le bilan sanguin, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il fait aussi apparaître les analogues à la vitamine B12, ceux qui sont contenus dans les algues notamment, et du coup ça peut vraiment masquer une carence. Donc il faut faire attention à ça, le dosage sanguin est vraiment pas fiable. Alors, une question de Jeff. Mais du coup, le lapin chassé, je comprends qu'il trouve de la B12 dans son environnement, mais le lapin en cage dans un hangar, il la trouve comment à part en complément? Ah pardon, j'ai pas bien entendu la question. Alors, du coup, le lapin chassé, il trouve la B12 dans son environnement, mais le lapin en cage, il la trouve comment à part en complément? Alors, je ne connais pas spécifiquement les élevages de lapins, donc je vais avoir du mal à répondre à cette question-là. Dans tous les cas, les animaux qui sont complémentaires en vitamine B12 en élevage le sont plutôt pour des questions de rentabilité, notamment par développement de la croissance, etc. Et pas pour complémenter les humains directement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je ne connais pas spécifiquement l'élevage de lapins. Je sais que les lapins, naturellement, pratiquent la sécotrophie, donc ils mangent une partie de leurs excrétas pour récupérer de la vitamine B12. Ils ont un système qui est tout à fait particulier, un peu comme les ruminants ont un système tout à fait particulier, et eux aussi peuvent accéder à la B12 de cette façon-là, parce qu'ils ont plusieurs estomacs, etc. Donc ça dépend des espèces et des physionomies. Donc je sais que le lapin voilà, pratique la sécotrophie. Les gens qui vivent avec des lapins savent qu'ils mangent enfin, une partie de leur crotte, une catégorie particulière de leur crotte pour avoir pour réingérer de la vitamine B12. Mais je ne connais pas les spécificités vraiment de l'élevage, donc je ne répondrai pas plus en détail. Ok, j'ai une question de Cam. Alors, pour le futur, comment concilier considération morale liée aux autres animaux partout dans le monde et survie de certaines populations humaines? Alors je lis le reste de la question dans le chat. Ah oui, ouf. C'est une question de prospective à très long terme. Euh, euh, ouais, là ça me paraît compliqué de répondre en peu de temps parce que c'est un gros sujet, quoi. C'est vraiment un sujet ouais, de prospective ou de politique mondiale. Enfin, c'est
c'est un autre sujet, je pense. Je pense qu'on peut tout à fait considérer que l'élevage pose problème. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la littérature scientifique maintenant, notamment pour des questions liées au réchauffement climatique, à l'impact sur les terres émergées, sur les ressources en eau, etc. Donc je pense qu'on peut développer des politiques mondiales qui visent à trouver des substituts et à limiter cette dépendance vis-à-vis de l'exploitation animale. Ça pourrait tout à fait être mis en place. Hein. C'est une question de politique publique, d'intérêt politique, etc. Enfin, compliqué, quoi. Pardon, c'est un peu large comme question. Et... Ok. Alors, question de Sébastien, que pensez-vous de l'instinctothérapie, aussi appelée alimentation naturelle? Alors, je ne connais pas l'instinctothérapie spécifiquement. Là, spontanément, je dirais que ça ressemble à une pseudoscience. Il y a mon curseur d'alerte qui s'éveille quand j'entends instinctothérapie. Il faudrait que je connaisse exactement les tenants et aboutissants, et c'est pas le cas, donc je vais me prononcer plus. Oui, c'est ce que certains sceptiques appellent le bullshitomètre, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, si on considère que là, l'instinctothérapie est appelée alimentation naturelle, bah, c'est toute la critique que j'ai proposée ce soir, c'est-à-dire que de fait, ça doit reposer sur un appel à la nature et sur une considération que ce qui est naturel est forcément bon. Et généralement, ce qui découle de ces considérations-là s'éloigne beaucoup des données qu'on a, des données scientifiques, quoi, par rapport à la nutrition, etc. Et ça peut même conduire vers des dérives sectaires. Donc, je me méfie beaucoup de ce genre de choses, mais je creuserai le sujet pour en savoir un peu plus. Alors, question de Benoît, est-ce qu'on peut affirmer que cette démarche de considérer les nutriments plutôt que les animaux comme besoin de l'alimentation peut s'appliquer aussi pour d'autres espèces? Oui, moi je dirais a priori oui. Je pense que ce qu'il faut considérer, ce sont les conséquences. Si par exemple on a la possibilité de développer des aliments qui sont strictement végétaux et complémentés en taurine, en vitamine B12 ou autres pour nourrir par exemple des animaux de compagnie qui de base ne sont pas herbivores, pourquoi pas? Si ça a des conséquences qui sont positives, si ça ne met pas en danger la santé de ces individus-là, alors moi je ne vois pas où est le souci. Ça poserait problème si ce n'était pas bien fait, voilà. Mais on a beaucoup le débat aussi sur l'alimentation des chats et des chiens, notamment les alimentations végétales, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent étendre leur alimentation végétale aussi aux animaux pour ne pas financer l'élevage et l'abattage en masse des animaux d'élevage, ce qui peut se comprendre facilement. Donc, si on a des substituts à la chair animale qui contiennent tous les nutriments nécessaires, effectivement, c'est moins une question d'aliments. Voilà, je pense que oui, tout à fait. Alors, question de Licky Hat, comment assurer l'apport concret et la bonne absorption du fer et B9? Est-ce que la vitamine C a la libération prolongée en gélules? Et la meilleure prise de vitamine D en poudre ou dose quotidienne? Alors, c'est des questions vraiment nutritionnelles. Et du coup, c'est moins l'objet de la conférence. Donc, bon, je suis pas nutritionniste et je ne suis pas médecin nutritionniste. Et du coup, je ne vais pas répondre. J'ai beaucoup étudié le sujet de la vitamine B12, pas mal du fer aussi et de la vitamine C, etc. Mais je préfère pas répondre comme ça parce que je ne suis pas assez spécialiste de la question. Je suis désolée. Alors, question de Cam, l'effet matrice d'un aliment est-il réel? Il est dit qu'un nutriment ne se comportera pas pareil s'il est consommé dans un aliment entier ou en prise seule. Alors, ça demande à être, bon, comme toute affirmation, ça demande à être amené avec des preuves. S'il n'y en a pas, il faut s'en méfier. Il a été montré qu'une molécule de B12 prise dans un complément ou une molécule de B12 trouvée dans de la chair animale ont les mêmes propriétés.
et sont fiables de la même manière pour assurer des apports qui sont corrects, qui sont fiables. Donc, a priori, cette question-là, elle ne se pose pas. Après, il peut y avoir des interactions entre différents nutriments, entre différentes molécules. Il y a parfois des interactions dans certains compléments alimentaires où il y a beaucoup de choses, des choses qui rentrent un petit peu en conflit comme ça. Mais en tout cas, une molécule de B12 issue d'un complément a la même efficacité qu'une molécule de B12 issue de la chair animale, quoi. C'est pas un souci. Alors, question d'Axel. Mon père évoque parfois la possibilité future d'un élevage éthique et raisonné, ayant pour objectif la production sous produits animaux, mais où les animaux ne seraient pas envoyés à l'abattoir une fois devenus non rentables, pour qu'ils puissent ensuite vivre selon leur espérance de vie normale. Sa vision n'est pas parfaitement claire pour moi, mais je pense que c'est à peu près ça. Quel commentaire aurais-tu à ce sujet? Alors là, c'est intéressant d'un point de vue justement de la naturalité de l'alimentation, parce que faut voir que pour avoir cet élevage qui serait éthique et raisonné, pour avoir des œufs, du lait, etc., il faudrait continuer à inséminer, à forcer la reproduction de certains individus et à maintenir en fait cette sélection génétique qui permet de produire plus de muscles, plus de lait, enfin pas plus de muscles là dans le cas puisqu'il n'y a pas d'abattage, mais en tout cas plus de lait, plus d'œufs, etc. Faut voir qu'il n'y a aucun oiseau dans le monde sauvage qui pond 350 œufs par an, comme ça peut être le cas des poules pondeuses. Hein. Ça n'existe que parce qu'il y a une sélection qui est assez intensive. Donc, c'est un modèle qui ne serait pas tenable, surtout si on maintenait des niveaux de consommation tels qu'on les connaît actuellement. C'est un modèle qui ne serait pas tenable sans avoir de toute façon une négation du statut d'individu des autres animaux. Et c'est incompatible avec la prise en compte des intérêts des autres individus, quoi. On reste vraiment dans un système d'exploitation où on considère les autres animaux comme des moyens à notre disposition, comme des ressources, comme de la matière première, etc. Même sans abattage, en fait. Hein, le problème de l'exploitation reste entier. Et même si l'espérance de vie est normale, voilà. Alors, en dehors du fait que je pense que ça ne serait pas matériellement possible, d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental aussi. Je pense que ça serait compliqué. Mais d'un point de vue éthique, en tout cas, on reste dans le même problème en fait de considérer systématiquement l'intégralité de tous les autres animaux qui ne sont pas Homo sapiens comme des ressources. Et ce qui peut être intéressant comme question à poser dans ce cadre-là, c'est justement de remonter à la thèse, hein, ce que je disais tout à l'heure avec ces entonnoirs là, c'est que si votre papa il évoque cette possibilité d'élevage éthique et raisonné, c'est qu'il est déjà d'accord avec l'idée qu'il faut éviter de faire souffrir quand on a la possibilité de ne pas le faire. Et donc, c'est qu'il est d'accord avec le véganisme, en fait. Ça pourrait être intéressant, du coup, d'aller un peu plus loin et de lui demander si, plutôt qu'un peu de souffrance, il ne serait pas plus d'accord avec pas du tout de souffrance, ou un peu d'exploitation, ou pas du tout d'exploitation. Ça peut être intéressant comme question. Alors, question de Benoît. Par contre, il faut voir les conséquences pour savoir qu'un nutriment est requis. Que dire à ceux qui considèrent que si l'on ne sait rien de ces conséquences, on risque la santé des individus en changeant d'alimentation? Alors, pardon, je relis la question. Que dire à ceux qui considèrent... Je ne comprends pas la question, pardon. Est-ce que c'est possible d'avoir une reformulation? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que je pose peut-être la question de Rachel Thor parce qu'on n'a que jusqu'à 8 heures, malheureusement. Ok, ouais, désolée. Oui, on peut passer alors du coup. Alors, le coq doré, une race ancestrale de la poule domestique, vit 30 ans contre 12 à 18 ans pour une poule domestique. Peut-on faire le lien entre la sélection de la ponte abondante et la perte d'espérance de vie? Alors moi, dans les documents d'exploitation avicole que j'ai pu consulter, il y a effectivement une corrélation entre la sélection à outrance pour la production d'un certain matériel biologique, là en l'occurrence les œufs, et une dégradation de la santé et de l'organisme en général, puisqu'il y a une concentration
des ressources de l'organisme sur un seul objet plutôt que sur l'organisme entier. Donc, ça correspond à des documents que j'ai vus. C'est pas tout frais dans ma mémoire, donc je ne pourrais pas en parler plus en détail, mais je dirais que oui. Alors, dernière question, Jérôme. Beaucoup mettent en avant l'alimentation paléo comme étant plus naturelle. Elle évite notamment le gluten, les céréales en général, les produits raffinés. Au vu de la conférence, je présume que l'argument seul du côté naturel de ce régime ne justifie en rien sa qualité. Qu'en pensez-vous? Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que je répondrais. C'est effectivement que le seul argument de la naturalité ne justifie pas sa qualité. On pourrait promouvoir ce régime spécifique en disant il apporte généralement une très bonne proportion de nutriments indispensables, il est utile, facile à mettre en œuvre, ou je sais pas, voilà. Mais le caractère de naturalité, effectivement, n'est pas du tout pertinent. Moi, si demain j'invente un régime alimentaire exclusivement composé d'amanite phalloïde et d'amanite tumouche, ça va être 100% naturel, c'est certain, je peux le certifier, mais ça va aussi être 100% mortel. Du coup, on voit bien que ce n'est pas ce critère-là qui fait qu'un régime est bénéfique ou pas. Et c'est autre chose. C'est effectivement les nutriments, l'équilibre, etc. Ok, merci beaucoup en tous les cas pour la conférence. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, bah merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes présentes ce soir. Et puis un grand merci encore à déjà à Paloma pour son accueil, le suivi et tout ça. C'était vraiment très chouette. Et puis pour l'UNIL aussi, à l'EPFL, puis Eva et Unipoli pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À très